Bien le bonjour et bienvenue sur Sciences de l'Occupa-Quoi, un podcast bi-hebdomadaire créé par une étudiante de deuxième année en ergothérapie pour aborder et rendre plus accessibles les sciences de l'occupation, le monde de l'ergothérapie, mais aussi son vocabulaire. À travers l'écoute de ce podcast, vous allez découvrir ce que sont les 3 niveaux des sciences de l'occupation, le vocabulaire qui les compose, mais aussi avoir des exemples pour vous permettre d'encore mieux comprendre et vous familiariser avec tous ces concepts. Dans ce second épisode, je vais vous résumer et vous donner un aperçu du niveau 1 des sciences de l'occupation pour vous permettre de mieux le comprendre. Déjà, il permet d'aller plus loin dans notre pratique et de créer un socle solide en détaillant les notions vues dans l'épisode 1. Si l'on reprend le triptyque PEO vu dans l'épisode précédent, dans le niveau 1, l'environnement est divisé en 3 contextes allant du plus large au plus restreint par rapport à la personne. Selon le MCPO, qui est le modèle canadien de la participation occupationnelle, le premier contexte, le plus large et global, est le contexte macro. Il prend en compte la politique, l'économie et la société. Par exemple, les lois sur la consommation d'alcool ou de drogue peuvent avoir des conséquences sur les occupations qui impliquent cette consommation, comme la conduite après avoir consommé trop d'alcool par rapport à la limite autorisée. Le second contexte, l'intermédiaire, est le contexte méso. Celui-ci comprend l'environnement local et communautaire. Par exemple, les soins auxquels on peut avoir accès, mais aussi les aides ou les remboursements. Enfin, le troisième contexte est le plus restreint et le contexte micro. Il englobe toutes les catégories de l'environnement proche de ou des personnes prises en compte, c'est-à-dire les interactions avec l'environnement social ou ce qui compose l'environnement physique. Par exemple, le fait d'avoir un domicile adapté aux capacités permet de faciliter l'accès aux occupations. Si l'on reprend de nouveau le triptyque PEO, vu dans le premier épisode ainsi que plus tôt dans celui-ci, dans le niveau 1, l'occupation a été divisée en plusieurs types d'occupations, qui peuvent s'intégrer dans les occupations de soins personnels, de productivité ou encore de loisirs. Ces découpages permettent une approche transactionnelle. Selon Fischer et Martella, une approche transactionnelle permet l'occupation, donc la performance, l'expérience et la participation, en prenant en compte les éléments socioculturels, géopolitiques, de l'environnement social et physique, de la tâche, du client et les éléments temporels. Le but est d'oublier le moins de choses possible sur la personne en la prenant en compte dans sa globalité, y compris les choses auxquelles on ne pense pas forcément. Le premier type d'occupation existe, ce sont les co-occupations. Encore une fois, plusieurs auteurs se sont intéressés au sujet, mais aucun consensus n'a réellement été trouvé. Globalement, ils sont tous plus ou moins d'accord sur le fait que, comme son nom l'indique, ce sont les occupations réalisées à plusieurs. Ce qui diffère, c'est ce qu'on entend par réaliser à plusieurs. Par exemple, pour Peart, Zicken et Clark, les co-occupations peuvent être des interactions en face à face ou sous la forme d'alternance liées uniquement dans le temps et l'espace, c'est-à-dire toutes les occupations réalisées directement ou non avec une autre personne. Pour Pickens et Pisur-Barnekow, les co-occupations doivent répondre à plusieurs points: la physicalité partagée, l'émotivité partagée et l'intentionnalité partagée. Enfin, pour Dodge, c'est faire avec, faire à côté, faire pour ou faire à cause de. Et le temps, le ou les objectifs et le vécu ne sont pas forcément identiques pour toutes les personnes impliquées. Pour pouvoir un peu mieux comprendre, nous allons utiliser des co-occupations plus ou moins classiques, comme faire les magasins, marcher ou encore travailler. Si on ne détaille pas le contexte, l'environnement, les raisons, elles peuvent être ou non considérées comme des co-occupations d'après tous les auteurs. Par contre, si je fais les magasins seule pour acheter quelque chose que mes parents m'ont demandé, c'est une co-occupation avec mes parents uniquement selon Dodge, Pearce, Zicken et Clark, car je fais pour eux. Pour que cette même occupation corresponde à tous les auteurs, il faudrait que mes parents me demandent à moi, mais aussi à mon frère, d'aller acheter quelque chose et que mon frère soit tout aussi content que moi de le faire. Pour attribuer la notion de co-occupation à une occupation, il faut prendre en compte les différentes définitions, mais surtout prendre en compte l'objectif, l'environnement ou encore les raisons pour lesquelles on l'a réalisé. Il n'y a donc pas de réponse toute faite pour les occupations, comme pour la majorité des termes de sciences de l'occupation et le monde de l'ergothérapie, car c'est personnel et donc subjectif. Un second type d'occupation existe, ce sont les dark occupations, ou aussi appelées dark side occupation.
Dit comme ça, le terme peut faire un peu peur et renvoyer à quelque chose de mauvais, et c'est un peu le cas. Le but de ce terme est de mettre en lumière des occupations parfois oubliées, plus ou moins volontairement par les personnes que l'on peut accompagner, mais également par nous, soignants, et non pas qu'ergothérapeutes. En effet, ce qu'on appelle dark occupation, c'est l'ensemble des occupations qui sont illégales, illégitimes et ou qui sont jugées néfastes pour la santé physique, mentale ou sociale par une société car ce n'est pas conforme aux normes et aux valeurs. Cependant, si nous étions dans un autre pays, l'occupation pourrait être ou ne pas être une dark occupation. Par exemple, consommer de la drogue, agresser quelqu'un, avoir un temps de travail trop important peut être considéré comme une dark occupation. Ces sous-découpages permettent de mettre en avant que les notions de plaisir, de bien-être et de bonne santé sont extrêmement subjectives. Comprendre cela reste la partie la plus simple. Ce qui est parfois plus compliqué est de comprendre ce que la personne qu'on a en face de nous entend par bonne santé ou encore bien-être, car c'est ce qui va influencer l'engagement de la personne dans sa prise en soin. L'engagement est le fait que la personne trouve du sens et s'investisse au maximum dans la prise en soin. Il est donc primordial dans notre métier car c'est elle qui décide où elle veut qu'on aille et par où on passe. Lorsque nous rencontrons une personne, nous devons au maximum balayer les points importants pour elle, creuser les raisons qui font que c'est une activité signifiante, mais surtout, nous devons comprendre comment cette activité pourrait ne plus l'être et ainsi éviter cette situation. Nous devons, encore plus que certains professionnels de santé, comprendre le fond de leur discours et de leur vie pour pouvoir les comprendre puis adapter nos propositions, et ce, sans jugement. Dans un groupe, ils peuvent être plusieurs à vouloir retrouver une même occupation. Cependant, le processus ne sera peut-être pas le même, car ce n'est pas réalisé de la même manière, ou dans le même environnement physique ou social, ou tout simplement dans le même but. Par exemple, je pourrais vouloir reprendre la conduite après avoir eu un accident, car je veux pouvoir retourner voir mes amis avec ma musique, seule, dans ma voiture, car c'est un moment que j'apprécie, où je me recentre sur moi, je décompresse, etc. Mon frère, par exemple, après avoir eu le même accident et les mêmes conséquences, voudrait pouvoir reprendre la conduite, car il est chauffeur et que c'est une des seules choses qui le fait réellement vibrer, qu'il aime aller au contact de ses clients et que, mine de rien, c'est son gagne-pain. Grâce à cet exemple, nous voyons bien qu'un seul objectif peut être lié à plusieurs origines selon la personne. En résumé, le niveau 1 aborde et découpe les occupations. Il met en avant l'impact de l'environnement et du contexte sur la santé, mais aussi l'engagement. Il remet aussi en question le rôle de l'ergothérapeute selon les nouveaux concepts. J'espère que j'ai été suffisamment claire et compréhensive, que cet épisode vous a permis d'apprendre de nouvelles choses et vous a aidé à la compréhension. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt dans les prochains épisodes. Psst, et au fait, je vous laisse à chaque fois des résumés sous forme de carte mentale dans la description de chaque épisode. Bonne réflexion, bonne pratique.